Et on est parti, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire autour du réemploi solidaire par Emmaüs Connect. C'est une expérimentation pour nous. On s'est dit que c'était un moment important dans le monde de l'inclusion numérique et du réemploi solidaire, de parler de ces sujets-là, de mettre en avant des beaux projets. Aujourd'hui, la thématique de ce premier webinaire va être quelles inspirations pour structurer une filière de réemploi solidaire d'équipements informatiques, tout simplement. Donc dans ce temps d'1h30, on va voir 3 témoignages de 3 collectivités de différentes tailles, de différents territoires, qui vont tous nous raconter comment s'est passé, comment se passe leur filière de réemploi solidaire. Elles sont pour certaines dans des phases très amont, d'autres sont déjà très opérationnelles. Vous allez voir ça au fil des échanges. Le cadre pour ce temps, la visio va être enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous propose de couper vos caméras. Les micros sont coupés par défaut pour éviter les bruits de fond. Et donc, seuls les intervenants pourront avoir la parole avec les micros. Par conséquent, les questions se font par chat exclusivement. Et on va répondre en bloc à la fin. Donc, j'ai mes collègues Alix et Noémie qui vont recenser toutes les questions. Donc, pas de souci, vous inquiétez pas, elles seront toutes archivées, regroupées. Et on aura un temps de 10-15 minutes à la fin de ce webinaire pour poser toutes les questions. Potentiellement, des réponses auront déjà été apportées au fil de la discussion. Voilà un petit peu le sommaire de ce temps, donc une petite introduction qui est quasiment terminée déjà. On va partir pour 1 heure de table ronde qui va s'articuler autour de 4 questions. Nos intervenants vont avoir la parole tour à tour pendant 5 minutes pour répondre à la question. Ensuite, comme je viens de vous le dire, on va passer par un petit temps de questions-réponses pour conclure ce webinaire et terminer à midi. Et donc, comme vous l'avez vu dans l'invitation, nous avons la chance d'avoir trois intervenants aujourd'hui. Alors, il y a eu un petit changement de planning pour ceux qui étaient inscrits à la première version sur la partie de la préfecture du Pas-de-Calais, qui sera représentée par Salomé, qui travaille chez nous, qui vous racontera le projet. Nous avons Mona Traika, qui est élue conseillère territoriale développement numérique au sein de l'établissement public territorial Pleine Commune de Grand Paris. Donc c'est un EPT, comme on appelle ça, en Île-de-France. Mona, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, Mona, et si votre micro peut fonctionner. Ça devrait être mieux là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous avons ensuite Nadia Ramani, qui est directrice de la stratégie numérique au sein de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut dans les Hauts-de-France. Nadia, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, comme évoqué, Salomé Monclerc, qui est aussi avec nous ce matin, qui est chef de projet La Collecte.tech chez Emmaüs Connect dans les Hauts-de-France et qui va représenter le projet de la préfecture du Pas-de-Calais ce matin. Bonjour Salomé. Bonjour à tous et à toutes. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on aille directement dans le cœur du sujet. Je vais arrêter de présenter mon écran et nous allons passer aux questions-réponses. Et la première question, elle est toute simple. Comment est structurée votre filière? Quelle est son échelle? Et qui sont les acteurs impliqués? Mona, je propose de vous donner la parole et ensuite Nadia, puis Salomé. On vous écoute, la parole est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je veux quand même vous revenir quelques mots sur Pleine Commune pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pleine Commune, c'est la plus ancienne communauté d'agglomération de France, donc ça a été créé il y a plus de 20 ans. Ça regroupe 8 villes de Seine-Saint-Denis, ça représente à peu près 450 000 habitants. Et c'est labellisé, je dirais, depuis plusieurs années, territoire de la culture, de la création. Et on a rajouté aussi l'innovation que je porte en tant qu'élue depuis 2014. Je suis aussi élue à Épinay-sur-Seine, qui est une ville de 55 000 habitants. Alors, comment c'est venu? Parce que je pense que c'est bien aussi de comprendre la genèse en quelques mots. Le numérique, moi, quand je suis arrivée en 2014, on nous parlait beaucoup de connectivité et c'était l'enjeu avec notamment le plan France haut débit. Donc, l'idée, ça a été de faire monter en matière d'innovation, parce qu'on avait la chance, en tout cas, d'avoir un territoire fibré à plus de 90%. Je crois qu'Épinay-sur-Seine a été la ville la première fibrée en Seine-Saint-Denis. L'idée, ça a été d'impliquer dès le début, et ça a un lien avec la structuration de la filière en termes de stratégie, ça a été d'impliquer à la fois les élus, les habitants, les associations
et les acteurs économiques du territoire, notamment une organisation qui existe elle aussi depuis de nombreuses années, qui est Plaine Commune Promotion. L'idée, ça a été de les investir autour d'un vaste programme d'open innovation pour ensemble construire une stratégie numérique qui soit cohérente avec, je dirais, l'ADN du territoire, qui est bien entendu la transition écologique, tout ce qui est de l'ordre des impacts du changement climatique, mais aussi des outils digitaux qui allaient pouvoir nous permettre notamment d'accélérer cette transition, mais aussi de comprendre les besoins et la perception du numérique au sein du territoire par l'ensemble du territoire. Ça a donné naissance à une stratégie dont je suis plutôt fière, que moi j'appelle la stratégie du désir, parce que comme ça on s'en souvient bien, durable, éthique, solidaire, parce qu'on est vraiment human-centric, on met au centre l'humain, l'inclusion, qui va plus loin que l'inclusion classique numérique qui nous rejoint aujourd'hui, mais qui est de l'inclusivité et puis de la responsabilité dans toutes les actions et dans tous les projets qu'on va mener sur le numérique. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu. Oui. Je vous coupe un tout petit peu, on ne vous voit pas, on vous a vu tout à l'heure dans l'introduction et on ne vous voit pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec la caméra. Ma caméra est en ligne, il n'y a pas de... voilà, elle est en ligne, ma caméra. On va essayer de résoudre ça. On vous écoute. Voilà, je continue quand même. Donc, en fait, voilà un petit peu l'idée de l'approche méthodologique qu'on a souhaité apporter. En 2020, donc ça a donné une feuille de route qui a été assez claire, co-construite, mais ça a donné aussi une nouvelle méthode de travail avec la vision du politique associée à la vision des acteurs du territoire. Deuxième grande étape, jusqu'en 2020, on a tous vécu cette période de crise de Covid qui nous a interrogés notamment sur l'inclusion numérique. En 2014, on avait à peu près 13 millions d'éloignés du numérique, donc éloignés aussi bien avec le matériel que sur la formation, et un manque d'autonomie sur les sujets numériques. Ça ne cesse de croître, et donc en 2020 arrive cette crise Covid et ce besoin essentiel de pouvoir répondre aux habitantes et aux habitants sur les problématiques d'équipement, mais pas que. Donc l'idée, ça a été de se dire comment on a tous eu cette nouvelle en fait du gouvernement qui nous proposait d'avoir des conseillers numériques. On a sacralisé, je dirais, cette opportunité d'avoir des conseillers numériques sur le territoire, puisqu'on en a accueilli une vingtaine, mais on a souhaité être plus ambitieux et voter un plan stratégique pour un territoire numérique inclusif. Alors, comment ça s'est formalisé? Ça s'est formalisé en 3 points. Le premier, c'est un observatoire de l'inclusion numérique. Donc, comment est traité le sujet de l'inclusion numérique à l'échelle des 8 villes, et un ensemble d'actions et surtout d'être en démarche d'amélioration progressive pour pouvoir justement améliorer nos actions chaque année. Le deuxième point, ça a été un réseau inédit d'acteurs de l'inclusion numérique porté par Emmaüs Connect, SFMAD, avec un fort soutien, je dirais, de Plaine Commune. Donc, c'est plus de 170 acteurs de l'inclusion numérique qui sont référencés sur ce territoire. Et un souhait très personnel, mais qui a été suivi, c'est de créer cette filière d'économie sociale et solidaire sur le reconditionnement de matériel informatique. À l'époque, quand on se resitue, on en parlait très peu, et c'était l'idée du territoire, c'était de pouvoir capitaliser sur ces réseaux, sur l'observatoire, pour pouvoir permettre à des personnes éloignées du numérique, notamment dans cette période Covid, de pouvoir accéder à ce matériel. Alors le matériel, c'est bien entendu des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, mais aussi la connectivité. Alors, comment on a fait? Comment on l'a structuré? On s'est donné le droit d'expérimenter. Et quand je dis expérimenter, c'est vraiment si un message que je peux porter au territoire et aux collectivités et aux personnes qui sont connectées, c'est vraiment de se dire comment on peut se poser cette question et s'autoriser à expérimenter. Et c'est hyper important de se mettre en démarche d'amélioration progressive. Alors, quand on dit ça, c'est quelques mots, mais ceux qui sont dans les collectivités savent très bien qu'est-ce que ça implique en matière d'organisation, de réduire les travaux en silos, et puis de faire en sorte, je dirais, une team
inclusion numérique au sein des territoires. Et donc, du coup, on s'est avec beaucoup d'agilité, et ça demande beaucoup d'agilité, on s'est associé aux acteurs économiques. On a réuni, je dirais, en urgence pendant la période Covid, les acteurs, notamment l'association Pleine Commune Promotion, qui est présidée par Francis Dubrac. On s'est réuni avec le territoire et on s'est dit, on va faire une vaste et aussi, élément important, les acteurs de la formation. Parce que cette filière ESS, elle a volonté d'avoir un impact à la fois social, sociétal, environnemental et économique. Et donc, on s'est dit, allez, go, on a des étudiants qui sont en manque de stage pour pouvoir valider leur formation. On a des personnes qui sont éloignées du numérique, qui n'ont pas accès au matériel, et on a des acteurs économiques qui sont investis dans le projet de développement territorial. Je dirais, c'est les 3 ingrédients essentiels. Donc, on réunit ce beau monde et puis on lance un appel aux dons avec agilité. On se dit, allez, on va récupérer les ordinateurs des acteurs économiques. Comme je dis souvent, il n'y a pas que les chats qui ont plusieurs vies, et tous les ordinateurs matériels non utilisés. On demande à un centre de formation de participer au reconditionnement avec une forte sensibilité, pour ceux qui me connaissent, sur la protection des données personnelles, donc avec une forte volonté en tout cas de protéger les données et de bien les supprimer, et puis d'impliquer avec bienveillance ces étudiants. Donc ça leur a permis aussi d'être ceux qui étaient dans des filières de techniciens informatiques, ça leur a permis de valider leur année, et puis aussi de les faire participer à la distribution des matériels reconditionnés. Donc on a redistribué à Épinay-sur-Seine, à Saint-Denis, à Aubervilliers, dans pratiquement toutes les villes, et ça a permis aussi à des familles de pouvoir bénéficier de ce matériel. Et à titre très personnel, je peux vous assurer que quand vous avez une famille au complet qui vient dans un lycée à Aubervilliers récupérer un ordinateur avec, on a l'impression que c'est un nouveau membre de la famille qui arrive, vous avez votre impact social qui est là et votre impact numérique. Alors ensuite, on s'est dit, on apprend, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est vraiment l'idée de changer d'état d'esprit, de s'autoriser aussi à expérimenter et parfois à se tromper et parfois à garder les meilleures pratiques. Et ensuite, on a lancé un appel à projet avec notre équipe ESS et de l'innovation sociale, que je salue puisque effectivement, c'est un projet multidirection, comme je le disais. On arrive à travailler et à vaincre, je dirais, ce silo. Marianne Villain pour la partie ESS, je ne sais pas si elle est là, je la salue. Véronique Poupard, Ruth Rojas, en fait, toute une équipe autour de ce projet, les acteurs économiques et les centres de formation. Donc, on a retenu effectivement notre partenaire historique Emmaüs Connect, qui avait lancé la collecte Pointec, donc ça avait toute pertinence puisque Emmaüs intervient sur pratiquement, voire même les 8 villes, sur des actions de formation et d'acculturation du numérique. Les valoristes, c'est connu initialement sur une filière bois, mais ils ont développé une activité autour du reconditionnement, notamment avec Vincent Miquel qui sont installés à Saint-Ouen. Donc, on suit effectivement. Et puis, l'idée, ça a été de dire, on a expérimenté, on s'est donné le droit à l'expérimentation et maintenant, on va passer à l'échelle et on va travailler ensemble pour structurer cette filière avec un partenariat. Alors, on me demande souvent, on a eu effectivement le prix de la métropole du Grand Paris, ESS, qu'on a reçu avec Emmaüs Connect et les valoristes, la régie de quartier de Saint-Ouen, je vais certainement en oublier, mais ils me pardonneront. L'idée, ça a été de se dire quels sont les éléments et on abordera peut-être pendant la série des questions, comment on va pouvoir, en tant que collectivité, quels sont les conseils qu'on peut donner. Je pense qu'il faut absolument, c'est bien connaître sa filière, avoir un maillage territorial au niveau de la filière des acteurs de l'inclusion numérique. Je vous parlais de 170, on est en train de mettre à jour, de lancer la mise à jour de cette cartographie des acteurs de l'inclusion numérique à l'échelle des territoires. Bien connaître ces acteurs économiques pour bien les intégrer. Donc ça aussi, hein, on s'appuie sur des acteurs, des organisations, associations et organisations patronales pour pouvoir permettre la récolte. Je dirais c'est la matière première de la filière de reconditionnement, de pouvoir retrouver des gisements. Donc effectivement, il est essentiel
d'avoir un fort maillage et un fort lien avec le projet de développement du territoire ou de la collectivité, et puis d'être human-centric. J'étais à Vivatech et c'est exactement ce que je disais. On parle beaucoup de technologie, mais je pense qu'il faut mettre au centre l'humain parce qu'au-delà d'être un projet d'économie sociale et solidaire, c'est un projet d'inclusion numérique sociétale parce qu'il n'y aura pas ni d'IA, ni de cybersécurité, ni de projet numérique, ni de réinvention de la relation citoyenne si nous n'avons pas de l'inclusion numérique et de l'inclusivité au sens large. C'est plus qu'un ordinateur ou un smartphone ou une tablette qu'on remet dans cette filière de reconditionnement. C'est du lien social et puis c'est aussi un accompagnement qui est porté par l'ensemble des acteurs. Côté financement, parce que toutes les collectivités se posent la question, je pense que c'est aussi bien de vous donner juste on va en parler juste après, Mona, si vous voulez bien. Ce sera la question juste après. Comme ça, on garde un peu de suspense sur ce sujet de financement. Je voulais vous donner comme grande image de cette filière. Merci beaucoup, Mona, pour ce premier tour du périmètre de votre filière. Maintenant, je vais passer la parole du coup à Nadia Ramani, si vous voulez bien aussi nous expliquer un peu la structuration de cette filière chez vous et nous raconter un peu l'échelle, qui est l'échelle dont vous avez le périmètre évidemment, mais avec des choses un peu externes aussi et les acteurs impliqués. Je vous écoute, Nadia. Donc, bonjour à tous et à toutes. Madame Ramani, je suis sur un territoire du nord de la France, donc une interco composée de 47 communes, majoritairement des petites communes rurales, donc je dirais même 70%. Par rapport au nombre d'habitants, on est presque à 160 000 habitants. Et un volet inclusion numérique fortement porté par politiquement. Donc depuis 2016-2017. Mais je rejoins aussi ce qui a été dit par Madame Treika. C'était lié aussi au déploiement de la fibre. Voilà, il y avait toutes ces questions aussi d'infrastructure où il fallait aussi accompagner ses habitants. Donc voilà, donc une politique qui s'est mise en place avec voilà des projets. Par exemple, on avait une collègue qui faisait emploi insertion, qui faisait des dons de matériel, mais sans structuration. En fait, c'était pas structuré, c'était un don parce que voilà, elle travaillait avec la DSI. Voilà, c'était pas structuré. On arrive en 2020. Je vais vite aller à l'étape de 2020 puisque je pense que c'est une étape clé. Je pense que je viens de l'entendre et ça a été aussi pour nous la même chose. C'est on accompagnait les publics, mais 2020, ça a été le Covid où tout a été déclencheur, c'est-à-dire dans le sens où on s'est retrouvé, en tout cas les écoles, avec un territoire quand même où le taux de pauvreté est quand même de 23%, des territoires où les habitants n'étaient pas équipés suffisamment dans les familles pour suivre des cours comme tous les enfants. Donc, et pas que, il y avait le télétravail, voilà, il y a eu tous ces problématiques lors du Covid qui nous a menés à travailler dans l'urgence avec la CSRV, donc une association des centres sociaux de la région du Valenciennois, précisément, donc des centres sociaux, sur le sujet de l'accompagnement des familles sur leur vie quotidienne. Donc, il y avait aussi on ne va pas parler de financement, mais pour vous dire que ce projet a été mis en place dans le cadre des fonds européens REACT-EU. Donc, c'était l'enveloppe qui est venue abonder le 2014-2020. Et donc, cette équipe, tout de suite, s'est rapprochée des territoires. Donc, il y avait notre territoire et notre territoire voisin, en nous demandant, il faudrait qu'on travaille vraiment pour travailler ce manque, en fait, pour ces familles. Donc, tout de suite, durant tout un été 2021, on a tout de suite l'Agglo, donc la communauté d'Agglo a fait un don de matériel. Il y a eu des ateliers de reconditionnement et l'idée, ça a été aussi de les redistribuer. Donc, on a identifié ces familles avec des collègues qui sont en politique de la ville, c'était notre cible, et on a pu équiper en l'espace de 2 mois 60 familles voilà, 60 familles, avec aussi un accompagnement, parce que la région Hauts-de-France avait lancé aussi les passes numériques, donc c'était vraiment une offre globale, mais qui s'est fait dans l'urgence,
mais pour nous, ça a été une réussite. Donc, pour un élu de voir voilà, des familles, on parle d'inclusion numérique sociale, hein, je reprends les termes, mais c'est tout à fait ça. Donc, on s'est posé la question d'écrire plutôt une structuration plutôt locale et puis de commencer à y travailler. Donc, on était déjà un petit noyau de personnes. Donc, il y avait donc la communauté d'agglo représentée par moi. On avait le reconditionneur, il n'y en avait qu'un sur le territoire. On avait la chef de projet qui était des centres sociaux connectés, que tout le monde, je pense, connaît. Et il y avait aussi le partenaire qui a fait la distribution des passes numériques, donc mon assistant numérique. Donc, pour se mettre autour de la table, il nous manquait aussi un acteur principal. On s'est dit, on va aller chercher Emmaüs Connect. Voilà. D'où voilà, j'ai sollicité Salomé, avec qui on a pu travailler. Et en parallèle, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait aussi une réorganisation administrative en interne. Donc, on ne travaille plus en silo, on travaille en mode projet. Donc, ça m'a simplifié les choses en interne. C'était aussi un projet de territoire qui était en cours d'écriture, donc où la finalité, c'était d'investir dans la santé, le bien-être et l'épanouissement des populations. Donc, on parle de l'humain avant tout, avant le numérique. Et tout ça, ça nous a permis de commencer à structurer quelque chose. Donc, ça, c'était 2022. Mais je pense que je suis déjà dans la deuxième question, si c'est... Un petit peu, mais c'est Je suis pas un grave. petit peu, hein. Et donc, 2023, projet de territoire validé. On a aussi un pôle territorial de coopération, économie sociale et solidaire, un PTCE, qui était aussi en cours, qui était porté par une association qui s'appelle phare et qui avait aussi, eux, créé des groupes de travail, dont le numérique. Et nous, on est venu s'intégrer dans ce pôle pour avoir aussi de la coordination. Et c'est là que ce réseau d'acteurs a pu se structurer et expérimenter une première opération en décembre 2024 où on a pu faire bénéficier des habitants. Et donc l'opération a été une réussite et aujourd'hui on a travaillé sur une suite, donc on l'a écrit ensemble avec ce noyau de personnes et aujourd'hui c'est le 4 juillet, on peut donner la date, on a une distribution de masse pour une trentaine de familles qui vont bénéficier d'un équipement informatique. Alors pas que l'équipement, puisqu'on leur donne l'équipement, mais ils sont aussi formés à l'utilisation, c'est un prérequis. Et on travaille aussi sur les tarifs solidaires au niveau de l'abonnement Internet. Voilà aujourd'hui où on en est. Super, merci Nadia pour ce petit tour des acteurs et un petit peu en effet déjà des étapes clés de la construction de cette filière. Ouais. Du coup maintenant je passe la parole à Salomé qui est un peu partie prenante dans plusieurs projets mais qui du coup va essayer de nous expliquer ce qui s'est passé pour un autre projet, donc la préfecture du Pas-de-Calais. Et là on a un projet qui est pas du tout aussi avancé que les autres projets que vous avez vus qui sont déjà opérationnels et il y a déjà des ordinateurs qui sont reconditionnés, distribués. Là, on est sur un projet un peu plus en avance de phase qui est tout à fait inscrit dans la dynamique des FNE qu'on est en train de vivre toutes et toutes dans le territoire. Salomé, je vous laisse nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur ce projet. Ok, on se revoit. Rebonjour à tous et à toutes. Du coup, j'ai juste en préambule, je précise pourquoi c'est moi qui parle et pas la préfecture du Pas-de-Calais. Il se trouve que l'interlocuteur au sein de la préfecture du Pas-de-Calais avec lequel je travaillais sur la mise en place de ce projet a quitté son poste et en ce moment, il est vacant. Donc, comme on ne voulait pas reporter davantage ce webinaire, c'est moi qui prends la parole. J'espère que je serai à la hauteur. Du coup, juste pour préciser, le Pas-de-Calais, c'est donc un territoire départemental dans les Hauts-de-France avec 1,4 million d'habitants, un taux de pauvreté à 17,8% et la région Hauts-de-France dans son ensemble a un taux d'électronisme à 17%. Donc on est sur un territoire qui a des gros besoins en termes d'accompagnement sur le numérique et sur le social. Je reviens un petit peu sur pourquoi Emmaüs Connect se retrouve dans ce projet avec la préfecture du Pas-de-Calais. Sur les Hauts-de-France, Emmaüs Connect a lancé sa filière solidaire de réemploi des équipements numériques, la Collecte.tech, en 2020. Donc,
C'est un peu la même histoire partout. Le Covid a été vraiment un catalyseur, vraiment quelque chose qui nous a fait tous prendre conscience que ne pas être équipé, c'est dramatique quand on se retrouve extrêmement isolé. Donc on a eu pareil, des phases d'expérimentation, puis après une phase de pérennisation, de rendre l'accès à l'équipement pérenne et puis avec des modèles qui soient soutenables pour les territoires. Donc voilà, comme je le disais, on a quand même une expertise qu'on a développée depuis 5 ans maintenant sur ces questions de filière, qui nous a permis d'être à l'aise pour pouvoir proposer un accompagnement des collectivités du Pas-de-Calais dans le cadre de la territorialisation de la stratégie France Numérique Ensemble. Donc, on a fait une proposition à la préfecture du Pas-de-Calais il y a maintenant 1 an, qui a ensuite été acceptée. Ce qui nous a également permis de faire cette proposition, c'est que depuis 2021, Emmaüs Connect est présent sur le Pas-de-Calais sous un modèle qu'on appelait à l'époque Ruralité Connectée, qui était également financé par le Fonds de relance, et qui du coup nous donnait une bonne connaissance de ce territoire, vraiment sillonner le territoire. Donc fort de ces deux expériences, donc j'ai pas précisé, pour le déploiement de notre filière solidaire à l'échelle régionale, on est fortement soutenu par la région Hauts-de-France et notamment les fonds FEDER. Donc tous ces appuis qu'on a pu avoir sur Ruralité Connectée et le déploiement de la filière nous a vraiment permis d'avoir cette expertise et de proposer cet accompagnement à la préfecture du Pas-de-Calais. Donc pour préciser un petit peu, en fait on a été sollicité par la préfecture parce qu'on faisait partie de la gouvernance FNE mise en place tout au long de l'année 2024 pour appuyer sur cette question de l'accès à l'équipement qui est devenue de plus en plus centrale. On a vraiment salué le fait que lors des FNE, cette question soit enfin clairement mise sur la table avec des objectifs chiffrés sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de pouvoir accompagner 3 territoires, 3 EPCI du Pas-de-Calais sur la structuration locale de la filière solidaire pour vraiment équiper les publics de ces territoires-là. Je dis 3 territoires parce qu'on ciblait 3 EPCI. Finalement, on en a 4 puisque 2 EPCI ont souhaité faire une candidature commune. Pour vous donner le calendrier, parce qu'effectivement, on est sur un projet qui est plus au début que les 2 projets qui ont été présentés avant moi. On a donc présenté cette proposition à la préfecture du Pas-de-Calais et à l'ANCT il y a 1 an. Et on a lancé les choses en début d'année 2025. Donc, pour vous donner une idée de notre mode opératoire, on a co-construit avec la préfecture du Pas-de-Calais un appel à manifestation d'intérêt qu'on a ensuite diffusé aux 19 EPCI du territoire, avec tout un déroulé où on a fait des webinaires, etc., pour vraiment informer sur le sujet. Et en fin mars, on a eu 4 candidatures. Donc les 4 ont finalement été retenues. Il s'agit de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, la communauté urbaine d'Arras et la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Donc des territoires assez différents. On a le bassin minier, on a la communauté urbaine d'Arras qui est plutôt un centre avec beaucoup d'administration et qui est la préfecture de région. Et puis on a le Pays de Saint-Omer, vous n'êtes pas sans savoir, qui a été très touché par des inondations l'année dernière. Donc, des territoires avec des forces et des faiblesses qui sont assez différentes, mais qui sont assez intéressantes. Pour pouvoir choisir ces collectivités, on a monté un jury composé de la région Hauts-de-France, de la CRES Hauts-de-France, des assembleurs, qui est le hub régional, de la Chambre de commerce et d'industrie locale, de l'Union des CCAS du Pas-de-Calais, de nous-mêmes et de la préfecture du Pas-de-Calais. Donc l'idée, c'était vraiment déjà à l'étape du jury d'avoir cette diversité pour pouvoir sélectionner les territoires, parce qu'une filière, ça représente énormément de métiers, énormément de secteurs qui finalement collaborent avec un objectif commun. Je pense que je vais en rester là pour l'instant. Je laisserai la structuration vraiment de cet accompagnement pour la question d'après. Voilà. Merci Salomé. Ce qui est déjà intéressant, ce qui se dessine dans les 3 témoignages, c'est vraiment le côté pluriel des acteurs impliqués avec le monde économique, le monde associatif, le monde de l'ESS et les collectivités qui travaillent tout ensemble. On viendra à la fin sur les bonnes pratiques, mais j'ai quand même aussi entendu plusieurs fois le côté bascule dans le mode d'organisation, passer en mode projet, se donner de la place aux expérimentations. Voilà, il y a quelques petites choses on sent déjà quelques petits ingrédients qui ont été sur ces 3 projets
assez similaires. Du coup, je vous redonne la parole, Mona, et on vous voit désormais, c'est formidable. Et donc, à cette question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, les étapes clés de la construction. Alors, on a eu un peu l'historique de comment l'ancrage de l'inclusion numérique était déjà là à Pleine Commune, avec une décision politique, des volontés de structurer des feuilles de route qui sont, vous l'avez bien fait comprendre, un préalable aussi et un terreau fertile pour après déployer des choses. Et ce portage politique, il est aussi important. Maintenant, les étapes clés très concrètes sur la construction de la filière. Vous avez parlé des valoristes, de l'acteur du reconditionnement, de toutes ces parties prenantes. Comment vous êtes allé les chercher? Comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes clés un petit peu? Les moments où peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu des doutes ou des moments où ça s'est accéléré. Voilà, essayer de donner des clés qui peuvent aussi permettre à d'autres de reproduire ça si c'est reproductible sur leur territoire. On vous écoute, voilà. Des doutes, il y en aura, mais il ne faut pas en avoir peur en fait. C'est pour rassurer un petit peu tout le monde. Des doutes, il y en aura, c'est normal, c'est humain, parce qu'en fin de compte, tout ce qui touche de l'inclusion numérique ou de la filière, c'est quand même des femmes et des hommes. Donc je pourrais vous parler de chiffres, vous donner des chiffres, etc. Mais je crois qu'en fin de compte, j'ai envie d'appuyer sur des sujets en termes de temporalité. On est tous d'accord. La crise Covid a mis en exergue qu'en fin de compte, il fallait continuer et il fallait qu'une crise épidémique, en tout cas, ou qu'une crise sociétale redistribuait les cartes, et que l'inclusion numérique et l'éloignement des populations au numérique, et j'insiste bien, ce n'est pas uniquement sur les usages, c'est aussi le matériel, et c'est ce dont nous sommes en train de parler ce matin, remettait en cause toutes les actions qui avaient pu être menées avant. Aujourd'hui, on a augmenté et le chiffre ne cesse d'augmenter. Alors, 2020, 2022, on a distribué, on tire les leçons de notre observatoire avec Emmaüs Connect. En fait, c'est un observatoire qui prend en compte à la fois les éléments d'Emmaüs Connect, mais aussi les éléments de Maison France Service. On a plus de 70 lieux sur le territoire d'accès gratuit à des outils numériques. Et là, on se dit comment on va faire pour assurer cette filière. Donc, l'idée 2023, on lance un AMI avec Emmaüs Connect, et on commence déjà à vouloir développer cette filière, je dirais, de réemploi sur le territoire de Pleine Commune avec le pôle ESS du territoire. Ensuite, on a la régie de Saint-Ouen, parce qu'il faut ancrer quand même au cœur du territoire la filière. Faut que ça se traduise aussi. Moi, j'ai tendance aussi à prôner l'omnicanalité dans les démarches de lutte contre la fracture numérique. Donc, il faut qu'il y ait un lieu emblématique sur le territoire. Ça a été Saint-Ouen avec la régie de quartier. Et on commence à travailler avec des partenaires, parce que, en fin de compte, je le disais, c'est un projet humain de femmes et d'hommes. Donc, ces 70 lieux constituent une sorte de maillage territorial aussi essentiel. Et puis, on commence à parler avec aussi d'autres partenaires, comme le département, l'Île-de-France, la MGP, qui est beaucoup investie sur le financement et l'accompagnement de projets ESS à fort impact environnemental, sociétaux, et puis un impact aussi sur le développement des collectivités. Pleine Commune. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on va pouvoir, vous parlez de France Numérique Ensemble, on est très proche aussi de l'élaboration de ce projet, parce que Pleine Commune, c'est un territoire, je parlais d'expérimentation, mais c'est souvent, on ose, et puis après, on essaye d'essaimer. Donc, il y a vraiment des étapes qui sont, je connais mon territoire, je cartographie mes partenaires, je capitalise, j'ose expérimenter. Et puis après, je crois que les chiffres uniquement de financement classique ne suffisent pas, parce qu'autour de ça, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, des services et des agents impliqués qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir comme subvention. Après, ce qui est important sur la pérennisation, elle est complexe aujourd'hui dans un contexte économique très contraint. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, et il faut parler, je dirais, apporter ce témoignage-là. On œuvre aussi pour que ces filières ESS de reconditionnement puissent avoir leurs matières premières, c'est-à-dire les gisements de matériel, qui sont aujourd'hui le point, je dirais, le point sur lequel on doit tous se mobiliser pour pouvoir permettre à la filière d'exister, de se développer, et puis aussi
de diversifier. Alors aujourd'hui, on en est sur un choix des valoristes que j'ai évoqué avec l'AMI, mais aujourd'hui, il faut aussi, quand on a réussi à installer cette filière et à l'ancrer sur le territoire, sur la partie matérielle, reconditionnement, impact formation et créer aussi de la formation et du métier de demain, parce que je travaille aussi sur la gestion prévisionnelle des compétences numériques. Il faut aussi accompagner les filières ESS sur la diversification de leurs activités pour pouvoir pérenniser dans un contexte économique et social très contraint, de pouvoir pérenniser leur activité. Donc pour moi, s'il y a encore un message que je souhaite porter sur cette partie financement, c'est ne pas négliger la partie investissement humain, parce qu'on quoi qu'il en coûte, ça a un coût aussi et ça fait partie du financement de la filière. Bien choisir ses partenaires, je l'ai déjà dit, mais surtout veiller à avoir une vision prospective sur comment on peut diversifier et comment encore on peut améliorer l'action et la diversification de la filière dans un contexte économique qu'on connaît, difficile et contraint sur la partie obtenir des gisements. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci, merci Mona. Nadia, je vous passe la parole maintenant. Même question, hein, les étapes clés, vous en avez un petit peu parlé aussi déjà. Je vous laisse nous réexpliquer un petit peu là aussi comment ça s'est passé, le côté expérimentation, le choix des acteurs bon, avec ce point d'orgue qui a été 2020 aussi, qui a été l'accélérateur. Votre micro coupé, Nadia. C'est bon. Comme je vous disais, c'est vrai que 2020, ça a été vraiment l'année déclencheur, mais on peut le constater pour toutes les structures qui veulent se mettre dans la filière du reconditionnement. Ça a été la date déclencheur, en tout cas la période déclencheur dans les moyens et l'accompagnement des publics sur l'équipement des familles. Bien qu'avant 2020, on avait quand même une politique d'inclusion numérique qui était déjà engagée, mais pas structurée. Quand je dis pas structurée, c'est ce que je vous ai un peu expliqué. On avait, on va dire, des one-shots. En fait, on faisait un don à une association, mais sans avoir structuré une filière, en fait. C'était voilà, notre service informatique qui voulait se débarrasser de son matériel, et on avait un reconditionneur, et c'était une façon de donner. Donc 2020, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, Covid qui déclenche le sujet. On travaille dans l'urgence. Donc 2021, c'est dans l'urgence. Il fallait répondre à une urgence sociale qui était d'équiper des familles. Donc on se met, voilà, un petit groupe projet qui se met dans l'urgence en mode projet. En parallèle, on a aussi, c'est ce que je vous disais, hein, et je trouve que c'est important de le redire, mais on a une administration qui travaille en mode projet et non en silo. Donc, plus facile à aller mobiliser mes collègues, puisque voilà, j'étais chef de projet sur le sujet et très rapide de mettre toutes les bonnes personnes autour de la table avec la même problématique. Hein. On avait des chefs de projet qui travaillent en politique de la ville, qui étaient directement en lien direct avec les familles, donc avaient aussi des remontées de terrain qui signifiaient qu'il fallait absolument équiper les familles. 2022, voilà, on teste également dans l'urgence, et en parallèle, donc 2022, on a aussi le PTCE, donc le pôle territorial de cohésion d'économie sociale et solidaire qui se met également en place, et des groupes de travail également par thématique, dont le numérique. Donc j'intègre ce groupe de travail, donc un noyau dur qui se forme, parce que ça aussi c'est très important d'avoir des bonnes personnes autour de la table et qui vont tous dans le même sens. Donc 2022-2023, on essaye de voir quels sont les sujets à explorer, et voilà, je fais part du projet de filière locale de reconditionnement informatique. Donc là, et en parallèle, j'avais aussi un contact avec ce reconditionneur qui était un peu perdu sur le territoire, qui n'était pas connu du tout. Donc c'était aussi un moyen de l'embarquer dans ce groupe projet et d'avoir une visibilité, et de lui aussi, au niveau de l'emploi, hein, on parle d'emploi local autour de l'ESS, c'était aussi de le structurer et de monter en
en service, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça commence un peu à se développer. En tout cas, on l'accompagne au développement. En parallèle, on avait, je vous dis, un projet de territoire qui était validé où l'humain est au cœur de notre projet de territoire, donc pas que du numérique. Donc, l'accompagnement social est très importante. Et on avait aussi un plan climat qui a été acté, dont une action qui était aussi cette filière qui était inscrite. Et on retrouvait cette même action sur le volet économie sociale et solidaire. Donc là, on travaille vraiment en transversalité avec tous les services et le portage politique, hein, ça je le répète, mais c'est aussi un élément clé qui était aussi très présent. Donc 2024, on a signé une convention avec Emmaüs Connect et la Collectech, hein, plus précisément, et le reconditionneur, où on a testé. Parce que c'est vrai qu'il faut, avant de se lancer dans une filière, c'est tester, expérimenter, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et comme on le dit, on a le droit à l'erreur et on a le droit de tout effacer et de tout recommencer et d'aller récupérer des personnes qu'on n'avait pas associées dès le départ. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aboutir à un projet où l'objectif est d'équiper nos familles, soit à tarif solidaire ou soit gratuitement. Et donc, on a expérimenté, ça a fonctionné. Donc, 2025, là, on a écrit cette filière, on l'a écrit ensemble. Et aujourd'hui, on est au début de l'aventure puisqu'on va faire notre première distribution de masse ici, là, le 4 juillet. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. On est vraiment dans le début de l'opération. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut vraiment avoir les bonnes personnes, un bon portage. Et on parlera après du budget. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça s'est monté très simplement. En tout cas, moi, je le vois facilement, mais peut-être pas dans d'autres territoires. Voilà. Merci Nadia de ce retour-là. Salomé, je te laisse la parole sur la filière du Pas-de-Calais. Si tu peux nous raconter un petit peu aussi les étapes clés, hein, même si là, bon bah tu l'as déjà évoqué et on n'est qu'au tout début. Bon, enfin oui, on les a en fait déjà quasiment vus, mais si tu veux nous les rappeler. Oui, pas de souci. Du coup, comme je vous le disais, on est au début de cet accompagnement qu'on a proposé. Néanmoins, on a une bonne visibilité sur les étapes clés de ce qu'on veut mettre en place. Nous, c'est vraiment appuyé sur notre expérience depuis 5 ans. Et donc, on a proposé un accompagnement qui est en 2 échelles et en 3 phases. 2 échelles parce qu'il y a une échelle interne à l'EPCI, les EPCI qu'on a sélectionnés, et une échelle qui est territoriale, sur leur territoire. L'échelle interne à l'EPCI, c'est vraiment embarquer un maximum la DSI, les agents, etc. de l'EPCI et les élus, j'allais oublier les élus, mais c'est essentiel, pour vraiment faire en sorte que le projet sur le territoire prenne. Il faut qu'il y ait une prise de conscience en interne à l'EPCI. Il faut qu'il y ait un soutien, un portage, ça a été rappelé par Mona et par Nadia, pour que les choses puissent fonctionner derrière sur le territoire. Donc, on a vraiment pensé cette échelle-là avec des actions en direction des agents, la qualification du gisement des EPCI sélectionnés pour qu'elles puissent elles-mêmes être actrices de ces filières en donnant du matériel, mais pas que. Et on a du coup cette échelle territoriale qui prend quand même plus de temps et plus de place dans cet accompagnement, qui consiste vraiment à aller voir les acteurs du territoire et à construire quelque chose ensemble. Les 3 phases, c'est assez classique, vous me direz. C'est une phase de diagnostic. Donc, je suis en plein dedans en ce moment. L'idée, c'est vraiment du coup d'aller rencontrer les différents services de l'EPCI. Parce qu'en fait, on est sur 4 collectivités qui ont tous des personnes qui sont avec des noms de postes différents, mais chargés de transition numérique, si je peux dire, ou qui ont cette mission-là dans leur feuille de route, mais qui du coup sont une seule personne. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir l'ensemble des services parce qu'il y a énormément de transversalité dans ces projets de filière. Donc, aller voir les collègues de l'ESS, de la transition écologique, du développement économique. Mona l'a rappelé, c'est essentiel d'aller sensibiliser le tissu économique local. Voilà, vraiment aller brasser large. Donc, ça se passe par des réunions interservices et des rencontres bilatérales pour vraiment identifier un maximum de force en présence, que ce soit en interne ou sur le territoire. Donc, cette phase de diagnostic, on est sur un calendrier assez ambitieux. On l'a démarré en avril
et elle se termine fin juillet, avec cet objectif de identifier les acteurs en interne et sur le territoire, quantifier et qualifier les gisements, et puis commencer à identifier les différents rôles que pourraient prendre les acteurs sur ce territoire. Donateurs, reconditionneurs, distributeurs, et puis facilitateurs, parce qu'en fait, ces filières, elles fonctionnent aussi parce qu'il y a des petites fées qui viennent appuyer la démarche. La deuxième phase, qui sera du coup un petit peu à cheval entre juillet et jusqu'à fin septembre, c'est une phase de mobilisation. Donc, on va avoir vraiment une phase de mobilisation en interne, surtout à destination des élus, mais également des agents, avec des visites apprenantes, données à voir, qui se fait ailleurs, peut-être sur le territoire de la Porte du Hainaut d'ailleurs, pour vraiment se rendre compte ce que c'est un reconditionneur, qu'est-ce que ça implique, etc. Vraiment aller toucher du doigt qui peut exister. Et puis des séances de sensibilisation d'agents, pour prendre conscience de qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'agent d'une collectivité pour soutenir ces filières. Des temps de mobilisation également des parties prenantes, donc des ateliers pour commencer à faire filière. En fait, ces filières, elles rassemblent des secteurs extrêmement différents de personnes qui ne se rencontrent pas, qui ne sont pas tous des acteurs de l'inclusion numérique. Il y a des acteurs du monde économique, il y a des acteurs de l'ESS, de l'insertion, etc. L'idée, c'est vraiment de fédérer tous ces acteurs avec un objectif commun sur le territoire. Et puis, dernière étape, ça va être une phase d'impulsion. Donc, passer à l'action. Cette phase-là, elle sera de fin septembre à fin d'année. Donc, ça va être assez rapide, mais l'idée, ça va être de travailler aussi sur la gouvernance, de réfléchir à des instances qui permettront de pérenniser les choses, de réfléchir à des modèles, d'aller s'inspirer d'autres modèles existants et de vraiment passer à l'action. Avec, même si ce sera peut-être des opérations modestes à l'échelle nationale, mais localement, d'avoir quelque chose qui permette de vraiment lancer et donner envie de continuer à travailler ensemble aux acteurs du territoire. Donc ça, c'est vraiment le programme pour les 3 territoires que je vais accompagner. Mais en parallèle de ça, on a aussi pensé à une dynamique plus large, une dynamique inter-EPCI, donc départementale, hein, si on peut dire, parce que l'idée, ça ne va pas être de créer des micro-filières partout, mais plutôt d'aller renforcer, accompagner l'existant et puis de jouer sur une dynamique globale. Pour l'instant, comme je vous le disais, on est à la phase de diagnostic, mais tous les territoires ont bien conscience qu'ils ne vont pas avoir tous les ingrédients de la filière à l'échelle de l'EPCI, mais qu'il y a un vrai intérêt à fonctionner en collectif sur ces sujets-là et d'être plus fort. Donc voilà, je vous ai donné, je pense, les grandes étapes. Merci Salomé de ce plan de vol qui a l'air très clair à suivre du coup. On a pris un peu de retard déjà dans ce tour de table. Je vous propose qu'on avance à la question suivante autour du budget. Alors ça peut être, parlons un peu d'argent, on a entendu parler de PTCE, de FEDER, de feuilles de route. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quels sont les différents guichets qui ont été sollicités pour monter ces filières, parce que c'est un peu la question cruciale aussi que tout le monde se pose en ce moment en pleine FNE. Hein. C'est pas tant la volonté d'avancer sur les filières de réemploi que comment on finance, et aussi il y avait une notion de pérennisation qui était importante, que Mona vous avez évoqué, de comment on les fait durer dans le temps, hein. Impulser et lancer, ça se fait beaucoup, comment on maintient quelque chose de vivant à long terme. Donc voilà, je vous laisse un peu intervenir chacune en nous disant, alors ça peut être aussi, l'idée c'est de montrer que c'est pas, et je pense qu'on l'a déjà bien compris dans vos interventions, que c'est pas quelque chose qui se fait très rapidement, c'est un travail de longue haleine qui demande du temps, de l'investissement en hommes, en moyens. Voilà, je vous laisse un petit peu rebondir sur ces enjeux de budget de ces filières. Mona, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas, Mona, je vous laisse activer votre micro. Dites que c'est bon, ça ne l'est pas encore. Est-ce qu'on a un problème technique? On vous entend toujours pas, Mona. Là, votre icône a l'air d'être... Ah, allez-y, parlez. C'est bon? Super, c'est bon, on y est. Oui. En fait, sur la partie financement, il y a effectivement 2 choses. Il y a un prérequis au préalable, c'est dès l'amont du projet, c'est mettre autour de la table l'ensemble des partenaires. Pourquoi? Parce que ça vous facilite la vie derrière quand vous allez avoir besoin de répondre à des appels à projets. Sur le plan, par exemple, numérique stratégique qu'on a voté, ça a été co-construit avec les services de l'État que je tenais à saluer aussi. Les services de l'État, les élus, on a parlé d'élus politiques de la ville, les associations et les acteurs de l'inclusion et le département. Ça veut dire qu'autour de la table, on a toutes les parties prenantes potentielles qui peuvent aider aux différentes phases du projet, mais aussi à impliquer les forces vives humaines. Ça, je tenais à le souligner parce que c'est hyper important.
Pour donner quelques éléments de financement, donc on est autour, on va dire, d'appels à projets, que ce soit la partie département de Seine-Saint-Denis, notamment avec l'appel à agir sur la partie valoriste. Il y a la MGP qui soutient, et d'ailleurs, pour ceux qui sont en Ile-de-France, c'est hyper important d'aller regarder ça peut aller jusqu'à 200 000 €, donc c'est plutôt pas mal comme aide de mise à disposition. Il y a l'appel à projet de Pleine Commune, enfin en tout sur Pleine Commune, on devait être autour de 30 cas, mais en fait il y a d'autres chiffres qui viennent s'additionner avec les autres appels à projets, sachant que, comme je le disais, la partie financement aussi, c'est pas uniquement, c'est aussi, je dirais, de l'accompagnement, du suivi, et puis des services et des agents qui intègrent ça sur de nouveaux, vous parliez de mode projet, avec les silos, donc ça se distribue, je dirais, dans différents services et dans différentes directions. Ce qui est important aussi, nous, ça a à peu près 2 ans d'existence, mais donc on est en phase plutôt de déploiement, d'aller chercher des gisements, de diversification, donc on est un petit peu dans la phase quasiment de développement de la filière. Ce qui est important aussi, c'est qu'on agit sur les évolutions justement de ces gisements qui sont entre guillemets le nerf de la guerre, pour rappeler aussi qu'il y a une loi qui a été passée où les collectivités peuvent aussi donner du matériel. Donc on agit aussi sur de la communication auprès des collectivités pour qu'elles prennent en main cette possibilité de donner des gisements, donc d'être en input, et donc de fait, quand on a un entrant, on va pouvoir développer l'activité. Les citoyens, on a un vrai sujet de collecte du citoyen, et ça aussi, ça permet aussi d'avoir des capacités d'autofinancement de la filière, puisque si on a plus de dons, forcément l'activité va grandir. Et puis, bien entendu, les entreprises et les acteurs de reconditionnement tels que les écosystèmes, etc., qu'on peut rencontrer. Donc voilà, c'est des projets qui ne sont pas forcément hyper coûteux en matière financière, mais par contre coûteux en matière de ressources pour pouvoir impulser, créer de la valeur commune, un projet commun, faire développer, dynamiser, développer la récolte de dons. Et c'est pour ça qu'on s'appuie notamment sur Emmaüs et les valorise sur ces sujets. Voilà un petit peu. Donc rien n'est impossible. Il y a une impulsion politique, il y a l'impulsion des services de l'État, il y a l'impulsion des différents acteurs qui vont aider à donner de la visibilité et donner à voir, mais aussi à développer cette fameuse récolte de dons qui, pour moi, semble le sujet majeur, en tout cas pour nous, aujourd'hui. Merci Mona. Donc beaucoup de temps homme, un peu d'investissement via différents guichets qui sont déjà là, mais un investissement humain que doivent concéder les services un peu partout. Nadia, je vous laisse aussi intervenir sur le même sujet. Vous avez évoqué déjà des différents fonds européens, les PTCE, peut-être un peu rappelés. Je ne sais pas s'il y en a partout dans tous les territoires, si c'est bien connu. Vous racontez un peu tout ça. Alors moi, je rejoins tout à fait Mona, surtout que nous, on est vraiment dans le début de cette opération. Ça ne demande pas jusqu'à présent un gros budget, donc c'est réalisable par tous, mais ça demande vraiment les moyens humains en fait qui sont sollicités. Par exemple, pour moi, je mets quand même du temps humain pour accompagner, en tout cas être dans ce projet. On est quand même plusieurs. Donc là, on est sur l'aspect humain. C'est vrai que demain, alors il y a quand même eu des fonds qui ont été que le reconditionnaire a pu aller chercher aux fondations territoriales des Lumières, donc ils ont pu avoir un fonds, mais c'est aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que nous, dans notre groupe de travail, on doit aussi accompagner ce reconditionneur à savoir répondre à des appels à projets. Parce que ça aussi, il faut les accompagner, faire de la veille pour qu'ils puissent aussi aller chercher des fonds. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est resté, on porte du Hainaut, on a fait un don. C'est vrai que la suite, c'est aussi de travailler sur les gisements. Donc, aller chercher des gisements, c'est de solliciter nos habitants, c'est de travailler avec les entreprises du territoire, les communes. Alors, pour info, le fait qu'on ait fait une convention, on a pris une délibération, ça s'est su lors de l'instance, donc lors du conseil communautaire. On a des communes qui reviennent vers nous pour également rentrer dans cette dynamique et faire donner aussi leur matériel à la collecte tech. Donc, je dirais que
quand on est au début de l'opération, il n'y a pas tout à fait de budget, il n'y a pas de budget, il y a juste les moyens humains. Par contre, dans la pérennisation du projet, il faut travailler sur des financements, aller chercher des financements. Quand vous m'avez parlé du FEDER, moi, le FEDER, c'est les 2 médiateurs qu'on a recrutés qui sont mis à disposition pour mettre en place des ateliers numériques. On a un prestataire, on le sollicite. Donc, indirectement, oui, on va chercher un peu dans le FEDER. Mais on a aussi un réseau de partenaires privés, publics, qui a été constitué, qui s'appelle PARA, partenaire d'inclusion numérique. Et donc, via ce réseau, on les sollicite également pour essayer c'est eux, en fait, nos prescripteurs qui vont identifier les familles. Donc, même eux, au niveau de nos partenaires, sont aussi mis dans la boucle, donc utilisent aussi du temps de travail. Donc, je dirais, dans cette première opération, on est juste sur du temps de travail. Le budget, je pense qu'il faut le travailler et on est en cours de réflexion parce que nous, en tant que collectivité, on pourrait également apporter une enveloppe à ce projet. Voilà, donc tout ça, c'est en cours de réflexion. Très bien, merci beaucoup Nadia de cet éclairage aussi qui va à peu près dans le même sens que ce qui s'est passé à Plaine Commune. Salomé, je te laisse terminer ce tour de table sur la partie budget, même si tu l'as aussi un petit peu évoqué, les enveloppes ingénierie FNE qui sont arrivées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors je vais partir un petit peu en amont pour expliquer aussi, parce que comme je l'ai dit, l'expertise que nous, on avait acquis pour pouvoir mettre en place ces projets-là, elle a été essentielle. Donc, je pense que c'est important aussi d'en parler. Nous, Image Connect, au niveau Hauts-de-France, on a été financé en 2020 via les fonds FEDER, avec la région Hauts-de-France, à hauteur de 500 000 €. C'est un financement à une période où, du coup, les choses étaient très peu structurées. Même s'il y avait eu le sursaut du Covid, finalement, il y avait un peu tout à faire en termes de structuration de la filière et même à notre niveau de connaissance des sujets. Donc, ça a été un vrai financement d'expérimentation. Pour le coup, c'est pas moi qui étais en poste à l'époque, mais les collègues ont vraiment battu le pavé pour rencontrer les acteurs régionaux, etc. Donc, c'est un vrai financement d'expérimentation qui nous a porté pendant 2 ans. On sort de cette expérimentation où il y a plein de bonnes pratiques qui ressortent. On a vraiment gagné en expérience et en expertise. On prend un temps pour faire une étude de faisabilité pendant 6 mois pour passer à l'échelle au niveau régional. Et donc là, on a bénéficié d'un financement du Fonds régional d'amplification de la 3e révolution industrielle, pareil via la région Hauts-de-France, où on a eu une étude financée, l'accompagnement d'un cabinet. Ça a aussi beaucoup, cette étape-là, ça nous a beaucoup aidé dans notre réflexion sur comment accompagner des territoires et pas uniquement être un opérateur de filière, mais également un facilitateur pour d'autres acteurs. Cette étude, du coup, c'était en 2022, fin 2022. Et ensuite, on a eu un nouveau financement FEDER en 2023 de 2 ans, qui l'a porté sur l'ensemble de nos actions en Hauts-de-France. Donc, il y a la partie filière, mais il y avait également nos actions d'inclusion numérique sur 3 territoires régionaux. Donc, on avait un financement beaucoup plus conséquent de 820 000 €, mais 320 000 € étaient dédiés à la pérennisation, le développement de la filière. J'arrive du coup en 2025 où on a eu un financement dans le cadre des fonds d'ingénierie France Numérique Ensemble, donc un financement de la NCT avec l'appui de la préfecture du Pas-de-Calais de 33 000 €. Ce qui est intéressant d'avoir en tête avec ce montant, c'est que ça, c'est uniquement le financement qui nous permet d'accompagner les territoires dont j'ai parlé tout à l'heure sur ce programme en 3 phases. Donc, commencer à imaginer les choses, faire un diagnostic, etc., ça a un coût. Si on veut prendre le temps de le faire et si on veut bien le faire, ça prend du temps et ce n'est pas gratuit. Dans le cadre de l'accompagnement qu'on va prodiguer à ces territoires, il y aura des recommandations sur les financements, mais bon, vous l'aurez compris, on est assez tôt dans l'accompagnement, donc là, je ne peux pas vous dire vers quoi on va orienter les acteurs à l'instant T, sachant qu'en plus, il y a certains dispositifs aujourd'hui qui sont
dont on ne sait pas s'ils seront pérennisés, et ça risque d'avoir un impact sur ces filières, notamment le dispositif conseiller numérique et également les dispositifs IAE. Donc voilà. Merci Salomé. Cet historique, c'est très bien. C'est très éclairant aussi sur l'antériorité et que tout ne se fait pas non plus en un jour, et que c'est un agrégat de plein de guichets qu'on va aller solliciter, qui sont aussi là pour ça. Alors des fois, c'est un peu un chemin de croix d'aller aussi trouver le bon guichet qui va rentrer avec le bon angle sur le sujet, mais alors je sais pas si c'est pas ce qui manque les guichets, mais il faut être un peu inventif. Il y a des chemins de traverse qui se dessinent, qu'on peut trouver. Ça demande pareil du temps, des hommes et des partenaires coopératifs qui peuvent vous ouvrir des portes aussi, je pense, pour déployer des choses. Il nous reste quelques minutes. On est un petit peu en retard sur le timing, mais du coup, c'est parfait parce que on arrive sur la dernière question qui est celle des bonnes pratiques et enseignements. Et je vais essayer de vous demander de nous donner, allez, une ou deux bonnes pratiques, pas plus, pour qu'on ait un petit peu de temps pour les questions-réponses. Il y en a pas énormément dans le chat, hein, donc n'hésitez pas, comme Alix l'a dit, à poser vos questions dans le chat s'il en reste à cette étape-là, et pour qu'on atterrisse sur la fin de webinaire, comme promis à midi. Du coup, Mona, un enseignement, une bonne pratique. Vous l'avez déjà distillé quand même, j'en ai noté pas mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être 3 points pour ne pas être longue, mais le portage politique. Parce que si on n'inscrit pas dans notre ADN la lutte contre la fracture numérique, on ne pourra pas bâtir ensemble, en tout cas, ce que j'appelle moi la société de demain et du désir que j'ai évoqué tout à l'heure. 2, impliquer l'ensemble des parties prenantes dès le début. L'impliquer, c'est, comme je disais, c'est les services de l'État avec les vraies questions que vous avez évoquées, notamment sur les conseillers numériques, et d'essayer de faire, en tout cas, de cette fracture numérique une force de développement économique, social, sociétal, solidaire et responsable. Puis le 3e, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'agilité. Je sais que parfois, ça peut être complexe, en tout cas, quand vous parliez d'agilité, c'est de l'agilité dans la méthode de travail, mais c'est aussi de l'agilité pour aller à la quête des financements, créer les maillages territoriaux qui vont bien. Et puis, surtout, c'est un projet human-centric, pour reprendre l'expression, fait par des femmes et des hommes engagés qui correspondent, à mon avis, à 99% de la réussite du projet. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et je ne vous entends pas, mais ce n'est pas grave. Mince, oui. Je disais avec un grand sourire, merci de cette concision et de ces enseignements. Mona, je passe la parole du coup à Nadia. Pareil, quelques enseignements, mais vous avez aussi distillé plein de petites choses depuis le début de ce temps. Il y a le portage politique, ça je rejoins tout à fait Mona, parce que si on n'a pas de portage politique, rien ne se fera. C'est aussi incarner le projet, c'est-à-dire de vouloir vraiment de se battre, parce qu'on connaît nos publics, on sait de quoi ils ont besoin. Donc, c'est de croire en ce qu'on fait et aussi d'avoir les bonnes personnes autour de la table qui ont les mêmes objectifs et qui veulent aller tous dans le même sens. Je pense que, voilà. Et après, oui, ça reprend un peu ce que Mona dit, c'est d'avoir les bons interlocuteurs dans tous les services. C'est important d'avoir cette transversalité, que tout le monde se met bien autour de la table pour bien travailler ensemble. Voilà. Et puis l'humain. Alors là, l'humain, oui. L'humain doit être au cœur. Super, ça fait plaisir d'entendre ce genre de message. Merci Nadia. Salomé, exercice pas facile, mais pareil. Oui, c'est dur de rajouter quelque chose de neuf après les 2 interventions, parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit avant. J'avais un peu préparé ma réponse. Donc, pour moi, le mot un peu central sur le développement de ces filières, c'est vraiment la transversalité, que ce soit à l'échelle de la collectivité ou sur le territoire. Encore une fois, c'est des filières qui font se croiser plein de secteurs, qui sont au croisement de plein de politiques publiques. Nous, là, aujourd'hui, on en parle avec un angle inclusion numérique, mais pas que. Et donc, c'est hyper important de vraiment pas travailler en silo, que ce soit en interne d'une collectivité ou sur le territoire. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Salomé.
Merci pour cette table ronde. On va maintenant passer à une session de questions-réponses. J'ai vu que quelques-unes étaient arrivées en chat, notamment sur les financements. Alix, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous résumer les questions? Je ne sais pas s'il y en a qui ont été ciblées ou pas. En fait, il y a eu 2 questions effectivement dans le chat qui concernent les modalités opérationnelles de lancement de filière. Il y en avait une qui concernait en fait Mona pour la partie AMI. Mais en fait, la réponse a été apportée par Mona sur est-ce qu'un AMI a été formulé. Et la deuxième question était pour Nadia Ramani. Vous avez parlé de financement européen, financement FEDER. La question posée était est-ce que c'est la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut qui a posé le dossier en direct? Sur ce projet, je réponds ou... Oui, allez-y, je t'en prie. Sur ce projet, en fait, on n'a pas mis directement on n'a pas déposé un dossier FEDER pour ce projet. Nous, on a répondu à un dossier FEDER pour la collectivité, pour la stratégie numérique. On a recruté donc des médiateurs et par le biais de ces médiateurs qui sont financés dans le cadre du FEDER, ils sont quand même mis un peu à disposition de cette filière puisqu'ils vont accompagner les publics, en tout cas les bénéficiaires de dons de matériel informatique à la prise en main des PC. Mais déposer un dossier directement au FEDER pour cette filière, non. Très bien. Toujours sur le sujet des financements, on nous demande, et c'est une question qui vaut pour notre intervenante, si vous avez eu aussi recours à des financements du privé ou à d'autres organismes du service public. Alors, je vais donner quelques éléments sur le financement privé, non. Appel à projet, oui. Et je crois qu'il y a un rôle de la collectivité qui est essentiel, au-delà d'impulser avec toutes les ressources humaines, c'est aussi d'être le tiers de confiance. Donc, je pense que c'est pas rejeter le partenariat public-privé, mais c'est pour le démarrage, c'est une véritable volonté publique politique, mais aussi de l'ensemble des services et des agents à démarrer la filière. Mais on n'est pas, moi je suis pas contre le partenariat public-privé, mais j'aime bien quelque part quand une entreprise elle fait un don massif d'ordinateurs et qu'elle produit un gisement, c'est une forme de partenariat public-privé, mais un petit peu différemment de ce qu'on peut voir actuellement. Voilà un petit peu ma réponse. Peut-être évoquer la place aussi des éco-organismes qui peuvent être aussi alors qui sont privés, publics, leur périmètre est un peu des fois entre les deux, mais qui ont aussi des moyens de soutenir ces filières-là, alors qui sont pas démesurés, mais qui ont quand même quelques moyens. On a eu des financements, je l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai cité grandes institutions, mais le SICTOM par exemple, mais en direct avec un appui du territoire. Non, je pense qu'il faut être ouvert à plusieurs formes de partenariat. Mais moi, je vais plus loin dans ma notion de partenariat. Pour moi, le partenariat, il est public-privé, citoyen et planète entre guillemets. Donc voilà, faut rester ouvert. À partir du moment où un organisme privé vient s'investir sous forme de convention, ça peut être aussi une association, ça peut être donc oui, on est ouvert. Mais en tout cas, au démarrage, je pense qu'il y a une forte impulsion du territoire. Peut-être une dernière question sur l'aspect financement, avant d'aborder d'autres thématiques. Une question pour Nadia, toujours sur ce sujet du FEDER. Une personne nous dit que en fait, le passage, le recours de financement FEDER doit forcément être associé au groupe d'action locale. En tout cas, c'est le cas dans leur région, avec une problématique de temps très long, en fait, du coup, pour faire ça. Est-ce que ça a été le cas chez vous aussi, Nadia? En fait, la question, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on a associé dans le dépôt du dossier FEDER des partenaires des structures du territoire? C'est ça. Alors, non. Ce qu'on a associé, nous, en tout cas nous, en région Hauts-de-France, le prérequis était d'embarquer nos communes. C'était plutôt les communes, mais pas les partenaires. Tout dépend des régions pour les dossiers FEDER. Entendu. Merci beaucoup, Nadia. Encore une question pour vous, Nadia, si vous voulez bien, qui est sur un autre sujet. Et après, il y aura une dernière question
je pense, pour Mona. Nadia, vous avez évoqué les conditions de don d'équipement en citant le prérequis en fait lié à la formation qui va de pair. La question posée, c'était combien d'heures en fait par rapport à cette condition? Combien d'heures de formation? C'est 2 fois 2 heures de prise en main de l'équipement avant qu'on leur donne le matériel et on leur demande également, une fois qu'ils ont le matériel, de continuer à suivre parce qu'en fait, nous, Aglo, on a aussi toute une offre de médiation numérique pour les habitants. Donc, on a par exemple les 2 médiateurs qui sont dans des communes, ils font des permanences. On a aussi tous des ateliers collectifs qui se font aussi dans nos communes. Donc, l'idée, c'est aussi de les inviter, si demain ils ont des problématiques, d'aller se rendre dans ces permanences pour être accompagnés pour une ouverture de compte, créer une adresse mail, voilà, pour aller plus loin. Et aussi, s'ils ont aussi besoin de suivre des cours plus collectifs, plus dans le loisir, de participer aussi à ces ateliers. On a également mis à disposition toute une cartographie de lieux de médiation numérique qu'il leur est aussi donnée pour qu'ils puissent, en cas de besoin, se rendre dans un lieu pour être accompagnés, pour aller plus loin dans la prise en main du matériel. Voilà. Merci beaucoup Nadia pour cette réponse. Il y a 2 questions pour Mona. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu de temps, Paul, ou pas? Oui, on peut encore prendre 3-4 minutes. Ok. Alors, il y a une question qui revient sur l'AMI qui a été formulée pour faire émerger la filière. La question posée était, en fait, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce que contenait plus précisément cette AMI? Voilà, quels étaient les attendus? Je pense que celui pour les EPCI, si je peux me permettre, c'est plutôt celui de la préfecture. Mais Mona, racontez-nous quand même l'AMI qui a eu lieu chez vous. Alors, Pleine Commune, c'est atypique. On fait des choses même en dehors du cadre. Donc, tous les ans, depuis de nombreuses années, porté par Marianne Villain et la direction de l'innovation sociale, on a ce qu'on appelle un AMI ESS, purement ESS, parce que l'ESS fait encore une fois partie de l'ADN du territoire de Pleine Commune. Donc, les critères de cet AMI sont effectivement de l'innovation, mais aussi l'impact sur la planète, en fait, réduire l'impact environnemental des filières, en sachant que le secteur du développement économique, social et solidaire a aussi dans cet ADN-là. Donc l'idée, il est rentré dans cette AMI qui est disponible parce qu'en plus, il est, comme je disais, il est annuel et il est actuellement ouvert. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de Pleine Commune l'AMI de SS. Et l'idée, ça a été de se dire, moi j'ai engagé, alors on en parle beaucoup maintenant, mais encore une fois, un voyage dans le temps, en 2016, la notion de numérique responsable. Donc, on en parlait que c'était vraiment tous les prémices. Et donc, du coup, ça rentre aussi dans cette stratégie de numérique responsable et de réduire l'impact environnemental de la filière du numérique. Donc, l'AMI est disponible. Ce n'était pas un AMI fléché forcément reconditionnement, mais c'est un AMI qui a lieu tous les ans avec réduire l'impact environnemental et développer et soutenir les acteurs de la filière ESS du territoire. Merci beaucoup, Mona. Effectivement, Paul, tu as raison. Je pense que la question concernait aussi et peut-être avant tout la partie préfecture, donc plutôt pour Salomé. Comme le temps file et qu'il y avait une autre question qui était quand même très intéressante, je pense que peut-être on peut envisager une mise en relation auprès de Salomé pour la question des attendus des EPCI, si ça te va, Salomé. Oui, après les critères étaient précis. Enfin, c'est pas très long comme réponse. Bah alors, vas-y. Non, mais du coup, il y avait des critères, effectivement, et c'était d'avoir une feuille de route numérique à jour vis-à-vis de la région Hauts-de-France, d'avoir participé à la territorialisation de la FNE sur le Pas-de-Calais, et on avait laissé un format libre sur vraiment l'explicitation de la candidature sur qu'est-ce que cet accompagnement apportera à votre territoire en lien avec votre projet de territoire. Donc là, c'était assez libre, les acteurs pouvaient nous dire, voilà, sur mon territoire précisément, ça m'apportera ça et voilà pourquoi je veux cet accompagnement.
Voilà. Merci Salomé pour ces précisions. Mona, je reviens vers vous. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure sur le point de la pérennisation de ces filières, qui est un point absolument clé, la question de la diversification. Et du coup, il y avait cette question de est-ce que vous avez des exemples du coup de diversification qui ont été faits? Alors, moi, je m'occupe aussi des écosystèmes innovants, donc tout ce qu'on peut entendre par start-up, etc. Il y a un vrai enjeu, en tout cas, sur l'économie sociale et solidaire. Je parlais tout à l'heure du contexte économique qui est assez complexe quand même, des gisements qui sont quand même le cœur de l'activité. Et l'idée, c'est de travailler avec le reconditionneur pour pouvoir pérenniser son activité avec une offre de services plus diverse, pour pouvoir lui permettre justement de pérenniser et d'assurer, je dirais, son équilibre financier. Et quand j'entends diversification, dans le reconditionnement, on a effectivement, je disais, l'impact social, l'impact environnemental et puis une forme de développement économique puisque l'ESS crée aussi de l'emploi local sur les territoires. Et pour ça, si on ne peut pas se contenter aujourd'hui de ne faire que du reconditionnement. Il faut agrémenter, compléter cette activité économique, sociale et solidaire par soit intégrer une forme de médiation numérique. Tout à l'heure, Nadia a évoqué effectivement les différents lieux. Nous, on a 21 médiathèques, on a des bibliobus, enfin, on a des tiers-lieux, pas mal de tiers-lieux sur le territoire. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut arriver à une stratégie de répondre à un besoin concret et pragmatique d'un habitant à 10 minutes de chez lui. Et ça peut être, exemple de service, ça peut être mon ordinateur est en panne, comment je peux le réparer? Ça peut être mon smartphone est en panne, comment je peux le réparer? Donc là, c'est une offre de service complémentaire qui va être une offre de service à prix, bien entendu, défiant toute concurrence parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un impact social et de permettre à toutes et tous d'accéder à ces services. Mais donc là, je vous ai donné 2 exemples concrets qui permettent aux conditionneurs de pouvoir avoir une rentrée financière plus diversifiée et donc de pérenniser son activité. Voilà l'idée. Et puis l'idée, c'est d'avoir une sorte de forme de start-up en version économique, sociale et solidaire pour l'accompagner et pérenniser son activité. Mais je suis à disposition s'il y a d'autres questions plus tard sur ces sujets. On y travaille et je pense qu'il faut absolument cette filière ESS. Et c'est aussi une idée que je défends au niveau des services de l'État et au plus haut niveau, c'est de dire qu'il faut qu'on la soutienne parce que la médiation numérique, elle est vectrice aussi de développement économique responsable avec impact social et solidaire. Et il faut absolument que face à ce contexte, on puisse l'accompagner et les pérenniser. Voilà un petit peu mon idée de diversification. Merci beaucoup, Mona. Ça faisait partie des questions de savoir si on pouvait communiquer les coordonnées de chaque intervenante. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, avec plaisir. Évidemment le faire. C'est très gentil. Merci à vous. Il y avait une question sur les critères déterminants. Quels sont vos critères déterminants? Le don d'équipement ou la vente à prix solidaire, avez-vous une diffusion vers les personnes qui ont les moyens mais qui auraient une démarche numérique responsable? Ou est-ce qu'on s'inscrit seulement dans un cadre d'inclusion numérique des publics précaires? Il y a les deux. Pour moi, il y a les deux. Pour moi, il y a effectivement, je prends l'exemple, je vous donne un retour d'expérience sur les valoristes. Les valoristes travaillent avec Emmaüs Connect sur la collecte.tech, Noémie Pignac, Élodie Bouchot, toute la Dream Team et Vincent Miquel sur comment on peut refaire une redistribution à des prix solidaires. Mais bien entendu que les villes, et j'ai la chance aussi de travailler avec 8 maires engagés, sont aussi enclins à avoir des cas particuliers sur des personnes qui seraient en situation très, très, très précaire, parce qu'il est hors de question de laisser quelqu'un à l'arrêt de bus. Excusez-moi de cette image, mais je pense qu'elle est assez simple. On ne laisse pas les gens à l'arrêt du bus sans prendre le bus du numérique aujourd'hui. Pour chercher un travail, ils ont besoin du numérique. Pour chercher une information, ils ont besoin du numérique. Pour faire une formalité administrative, ils ont besoin du numérique. À 10 minutes de chez eux, ils ont une solution avec une écoute humaine et un accompagnement personnalisé. Donc, il y a les deux. Et après, il y a la filière en elle-même des valoristes qui peut récolter effectivement du matériel en direct. Mais là, ça va rentrer dans l'activité même du reconditionneur,
sur comment on l'accompagne. Et là, on va avoir les sujets de diversification. Mais on a effectivement les deux, pris du matériel, mais aussi de la connectivité. Et on œuvre auprès des opérateurs depuis de nombreuses années pour obtenir des forfaits spécifiques pour les personnes en situation de RSA, etc., etc., etc. Donc, notre objectif quand même, c'est l'impact social, l'impact environnemental, l'insertion professionnelle des populations et leur offrir un accompagnement de bout en bout avec une prise en main, etc. Et on va même un peu plus loin, c'est qu'on fait aussi de la souveraineté numérique, ça on n'en a pas parlé, mais je terminerai là-dessus, en voulant promouvoir des outils d'open source, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des outils qui sont forcément payants. Si on a besoin d'un tableur ou un traitement de texte, on peut très bien trouver des solutions open source. Et c'est la deuxième phase de notre objectif, c'est promouvoir aussi un matériel reconditionné avec des outils open source et un accompagnement des populations sur la prise en main. Merci beaucoup, Mona. Je te repasse la main. Absolument, absolument. Il me reste 2 minutes pour conclure. J'avais un tout petit morceau de présentation à vous partager, mais en fait, si vous avez bien été attentif, vous avez entendu un peu ça. Voilà, l'idée c'était de faire des retours d'expérience. Aujourd'hui, l'intention première était de partager des belles histoires qui ont des formes différentes, qui ont pris des proportions différentes, qui ne sont pas toutes au même endroit. Et c'est surtout aussi de vous dire qu'en fait, monter des filières, ça prend du temps, ça prend des moyens, de l'énergie. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est de ne réinventer pas la roue. Il y a des spécificités territoriales, évidemment. Il y a des acteurs qui ont des expertises, dont on fait partie. C'était un peu ça aussi, un des buts du jeu aussi, c'était de dire appuyez-vous sur l'existant, sur des réseaux en plus qui se parlent. Nous, on a la chance d'être dans plusieurs régions de France. On voit des choses incroyables, des micro-filières, des filières départementales, à des échelles même régionales. Il y a plein de choses très riches. On est dans une phase où on essaie d'agréger ces expérimentations, ces retours-là, pour essayer de les retransmettre. Et donc, on a cette dynamique, vous voyez, un peu d'accompagnement de territoire. Ce qu'on veut pas, c'est que on passe tous trop de temps à réinventer vraiment la roue de zéro, et qu'en fait, en attendant, c'est les publics qui attendent, qui ont besoin de s'équiper de manière urgente. Il y a des choses qu'on peut éviter, il y a des plâtres qu'on a déjà essuyés. Donc, avançons vite. L'objectif, c'est quand même 2 millions de personnes équipées d'ici 2027. Donc, il y a quand même un gros travail à faire. Voilà. Donc, il y a une démarche qu'on a structurée et que Salomé vous a très bien expliqué aussi, mais que Nadia et Mona aussi. Alors, c'était pas tout aussi peut-être formalisé à l'époque, mais on marche en avançant, on avance en marchant, je sais plus ce qu'on dit, mais vous avez compris l'idée. Donc, différentes étapes en fonction du moment où vous en êtes, des phases de diagnostic de territoire qui sont essentielles, vous l'avez toutes raconté, une étape de préfiguration de la filière aussi, élaborer des scénarios, voir un peu quelle est la vision des acteurs. Il y a des réalités très différentes partout, et nous on le voit déjà sur notre petite échelle chez Emmaüs Connect, il y a plein de choses très très différentes, des choses qui sont antérieures, des choses nouvelles à construire. Mobiliser les parties prenantes, je pense que c'est bien un mot qui a été dit et redit, c'est la transversalité, les parties prenantes, l'humain. Voilà, il faut vraiment travailler ensemble, cartographier qui fait quoi, se coordonner, essayer de s'assurer qu'il y a un engagement, une vision commune. Tout ça, c'est des facteurs clés de réussite qu'on a aussi observés. Et évidemment, après, le dur, opérer la mise en œuvre. Bon, bah là, on est dedans pour certains. Comment on lance la filière, comment on recrute les bons profils, comment on structure la gouvernance, comment on distribue, comment on choisit, comment on fixe des tarifs, qui on détermine qui est prioritaire. Voilà, toutes ces choses-là, on a plein de petites expériences qu'on a essayé de condenser et qu'on essaie de repartager chez Emmaüs Connect, et on est vraiment à disposition là. C'est un peu le moment clé dans l'histoire de l'inclusion numérique. C'est maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce timing. On s'est dit là, on peut pas rester juste un peu spectateur. Il faut qu'on fasse valoir un peu l'expérience qu'on a et qu'on essaie de transmettre. C'est toujours ça la dynamique qu'on a chez Emmaüs Connect. Voilà, j'ai 2-3. Non, voilà, en gros, des outils, des approches, une méthodologie. Je vous passe ça, des expérimentations dans différentes régions. On vous enverra les supports du coup. Si on peut résumer un peu les questions clés à se poser, mais je trouve que vous les avez un peu toutes dites, c'est quel est le tissu local actif sur
le sujet du reconditionnement, qui est déjà là? Est-ce que la coopération est déjà présente? Est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été produites? Là, on a la chance avec les FNE, il y a eu quand même des conduites d'expertise, des rapprochements de données, des services qui ont coopéré pour essayer de faire des diagnostics de territoire assez fins. Donc, on a vraiment cette chance-là, on part pas de 0-0. Donc, agréger ces documents-là, se poser les questions de où ils sont, qui les a produits, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils sont à jour. Évidemment, quel est le gisement d'équipement sur mon territoire? Il y a des fortes inégalités, hein, qu'on soit dans une région très rurale ou en plein cœur de l'Île-de-France. Évidemment, on n'a pas les mêmes ressources à disposition, on n'a pas la même quantité d'acteurs, donc c'est une question qui est majeure, évidemment. Et quel est le besoin aussi en équipement des personnes précaires? Voilà, on a là des territoires, on en parlait de niveau de fracture numérique ou de pauvreté très important sur des territoires un peu typiques ce matin. Chaque territoire a sa démographie, a ses enjeux. Donc voilà, c'est un peu les questions à se poser avant de lancer tout ça. Je voulais vous remercier du coup toutes. On avait un panel 100% féminin. C'était pas volontaire et j'en suis ravi. Donc vous êtes toutes. Il y a des acteurs, des actrices dans ce monde du réemploi en plus, pas souvent des actrices. Donc là c'est formidable. Merci de ce temps que vous avez accordé à tout le monde. On espère que ça a été riche. C'est la première fois qu'on se lance dans ce format-là chez MS Connect. On espère que ça va répondre à des besoins. On n'a pas encore posé de date, mais on va évidemment travailler sur d'autres thématiques liées au réemploi. Là c'était vraiment le premier épisode un peu macro. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde que ça a intéressé. Le webinaire va être disponible en replay. On va regarder si la qualité de l'enregistrement est bonne, mais il n'y a pas de raison. Mais bon, on peut tous rapidement tomber en fracture numérique sur un ou deux sujets. Ça arrive à tous, hein, vous le savez bien. Donc on va vérifier que tout est OK pour le partager la présentation, partager les contacts de chacune dans ce webinaire. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les intervenants et aux équipes, aux petites mains qui sont aussi derrière, qui nous aident à faire ça. On espère que c'était intéressant. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.